Salam alaikum. Donc, Inch'Allah, on va essayer d'aborder une pathologie concernant un organe très très important chez les ruminants, à savoir le rumen. Donc, on va essayer de voir quelles sont les affections qui peuvent toucher le rumen chez les ruminants. Donc, affection du rumen, c'est ce qu'on appelle communément les indigestions. Avant de commencer la pathologie, on va essayer de voir quelques notions de base. Première notion de base, c'est le rôle du rumen. Le rôle du rumen. Donc, à quoi sert le rumen au niveau de l'organisme d'une vache ou bien d'un ruminant en général? Alors, il faut savoir que le rumen transforme les protéines végétales, en protéines animales grâce à une microflore très très développée qui se trouve au niveau du rumen. Cette microflore est constituée essentiellement par trois types de microflore. Donc, nous allons parler de microflore. Donc, microflore cellulolytique. Donc, microflore cellulolytique. Alors, elle est responsable de la dégradation de la cellulose. La cellulose qui est donc retrouvée au niveau donc des végétaux, et elle va en produire ce qu'on appellera par la suite un AGV, un acide gras volatile très très important, qui est l'acide acétique. L'acide acétique. D'accord? Deuxième microflore, c'est la microflore amylolytique. Et donc, amylolytique, ça veut dire c'est une microflore qui est responsable de la dégradation de l'amidon. Donc, amidon, qui constitue un aliment ou le sucre le plus important qu'utilise la microflore au niveau, donc l'amidon, pour en produire deux acides gras qui sont l'acide propionique et l'acide butyrique. L'acide butyrique. Et ces trois acides gras volatiles vont constituer la source énergétique principale, donc la source énergétique principale du ruminant. D'accord? Ça, c'est pour la flore qui entreprend ou qui prend en charge tout ce qui est énergie. Nous avons aussi un autre type de microflore, donc microflore cellulolytique et la microflore amylolytique, en ce qui concerne l'énergie. Nous avons aussi une microflore protéolytique. Donc, cette microflore protéolytique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre tout ce qui est protéines végétales. Elle va donc procéder à sa dégradation et libérer tout ce qui est donc acide aminé et NH3, l'ammoniac. D'accord? L'ammoniac va être utilisé en association avec les acides aminés pour la formation d'autres protéines par une autre flore qui est la flore protéosynthétique. Donc la protéosynthétique, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre les acides aminés, elle va les réagencer,
elle va utiliser l'ONH3 et elle va utiliser un groupement carboxyle à partir des AGV. Et c'est pour cette raison que la notion d'équilibre entre énergie et azote, elle est très très importante chez le ruminant. Cette notion est toujours dans l'esprit, cette notion d'équilibre entre énergie et azote. Énergie et azote, hein, chez un ruminant. D'accord? Donc, protéines végétales en protéines animales, la digestion de la cellulose, la formation des acides gras volatiles, comme on l'avait dit, les acides aminés essentiels et une particularité des ruminants, c'est la synthèse de vitamines au niveau du rumen. Et c'est pour cette raison que généralement chez les ruminants, les avitaminoses ou les hypovitaminoses primaires sont très rares. D'accord? Voilà, ça c'est pour le rôle du rumen. Maintenant, on essaye de voir un petit peu dans le rappel physiologique, tout ce qui concerne maintenant l'activité motrice ruminale ou bien du RR. Lorsqu'on parle du RR, ça veut dire réticulo-rumen. Ça veut dire, on associe généralement le rumen au réticulum, ça veut dire le réseau. Donc, on parle toujours d'une activité ou d'un compartiment réseau-rumen. D'accord? Alors, il faut savoir que l'activité du rumen est caractérisée par deux cycles. Alors, le premier cycle, c'est ce qu'on appelle le cycle primaire. Alors, le cycle primaire, généralement, il dure plus ou moins, le cycle primaire, on a une contraction par minute, plus ou moins. Donc, c'est une contraction du cycle primaire par minute. Les cycles primaires sont caractérisés par une contraction diphasique du réseau. Ça veut dire, on parle de diphasique ou bien de biphasique. D'accord? Biphasique. Ça veut dire que le réseau va se contracter en deux fois. Alors, la contraction jette le contenu du réseau similaire à celui du sac ventral du rumen sur la langue de fourrage, ce qui arrose toutes les minutes la langue et la lessive. Donc, la langue de fourrage, c'est tout ce qui est entre le sac ventral et le sac dorsal, entre ce qu'on appelle le pont de fourrage. Et le pont de fourrage, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, les contractions du réseau, la première contraction va essayer de donner du liquide. Elle va donner du liquide, donc au niveau de cette langue de fourrage, pour la lessiver. C'est quoi la lessiver? Ça veut dire que les petites particules qui se trouvent bloquées au niveau du pont de fourrage, avec les vitamines et ainsi de suite, elles vont pouvoir redescendre vers le sac ventral. Et du sac ventral, elles vont partir vers le feuillet et vers le réseau. D'accord? Donc la contraction jette le contenu du réseau. Donc le contenu du réseau, il est pratiquement similaire à celui du sac ventral du rumen. D'accord? Sur la langue de fourrage, ce qui arrose toutes les minutes la langue et la lessive. Donc tout ce qui est des particules de petit format, donc de petites structures, vont descendre au niveau du lac du rumen, donc la partie ventrale du rumen, et elles vont pouvoir partir, elles vont continuer donc leur chemin vers le réseau, puis vers le feuillet par ce qu'on appellera par la suite l'orifice réticulo-omasal. D'accord? Donc, cette contraction, elle est très très importante à savoir. La contraction,
elle est très très importante à savoir. Immédiatement après la contraction du réseau, donc après la contraction du réseau, une onde de contraction se propage successivement sur le sac dorsal jusqu'à sa partie distale, puis repart vers le sac ventral via les piliers du rumen pour finalement atteindre les vessies coniques. 4. Et c'est pour cette raison qu'on parle toujours dans le cycle mérécique du rumen, ou bien la première contraction, c'est ce qu'on appelle la contraction avec fameux Z. D'accord? Z. Donc toujours, lorsqu'on parle du Z dans les contractions du rumen, il est toujours dans l'esprit que c'est la première contraction, ou bien c'est la première phase des contractions. Après ça, donc le cycle primaire, quel est le rôle du cycle primaire? Le cycle primaire assure le brassage des aliments, donc c'est un effet mécanique, d'accord? La contraction du sac dorsal facilite la descente des particules vers le sac ventral, c'est ce qu'on avait dit par la suite, avant cette diapo. Donc la contraction du sac dorsal facilite la descente des particules vers le sac ventral, et la contraction du sac ventral va déverser la phase liquide vers le réseau et l'oro qui est l'orifice réticulo-omasal. On le voit ici. Donc, réticulo-omasal. Donc, récapitulons, tout ce qui est liquide et petites particules vont descendre au niveau du lac du rumen et elles pourront éventuellement partir vers le rumen puis vers le feuillet. Donc, ils n'auront pas besoin de subir un autre phénomène mécanique. D'accord? Donc, le cycle primaire, premier avantage de ce cycle primaire, c'est le brassage des aliments et la descente des particules de petite taille, donc vers le sac ventral, puis vers le réseau et le feuillet par la suite. D'accord? Donc, en même temps que le sac ventral réexpédie les liquides vers le réseau, la gouttière œsophagienne est tirée et en restant ouverte, et l'oro est ouvert pour laisser passer les fines particules vers l'omasome. C'est ce qu'on avait parlé. Donc, les petites particules ne vont pas subir la deuxième la deuxième contraction qu'on va voir maintenant. Ceci pour le cycle primaire. Donc, le cycle primaire, toujours ayez à l'esprit que le cycle primaire, c'est le brassage. Il permet le brassage des aliments et donc un effet mécanique au niveau du rumen. Le deuxième rôle, c'est de permettre aux fines particules, donc les particules de faible taille ou bien les particules liquides, à transiter via l'orifice réticulo-omasal du compartiment RR vers le feuillet puis vers la caillette. Maintenant, voyons maintenant le cycle secondaire. Le cycle secondaire. Alors, le cycle secondaire, une contraction primaire est suivie dans 60% des cas au repos et dans 100% des cas pendant la prise de nourriture par une seconde vague. Une seconde vague, c'est ce qu'on appelle la contraction secondaire. Contraction secondaire. Alors, c'est une contraction qui débute dans le sac ventral postérieur. Donc, le sac ventral postérieur, le 1. Elle se propage de façon rétrograde au SD, qui est donc le sac dorsal antérieur, et au sac ventral. Les contractions secondaires sont associées à un phénomène très très important chez les ruminants, c'est l'éructation.
Et donc, s'il n'y a pas de cycle secondaire, il n'y a pas d'éructation. Et s'il n'y a pas d'éructation, les gaz produits par fermentation au niveau du rumen vont s'accumuler au niveau du dôme gazeux, entraînant ce qu'on appellera par la suite la météorisation. D'accord? La météorisation. Il faut savoir que ce phénomène de cycle secondaire, il n'apparaît qu'au sévrage. Donc, ne cherchez jamais une rumination chez un veau avant le sévrage. Avant le sévrage, il n'y a pas de cycle secondaire. Il n'y a pas de cycle secondaire chez le veau avant le sévrage. Voilà. La contraction secondaire est associée à un phénomène éructatif, donc éructation. Alors ce phénomène éructatif, qu'est-ce qu'il va entraîner? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser les gaz en 8 secondes vers le cardia, et donc il va permettre l'ouverture du cardia et la sortie des gaz, qui sont les gaz représentés par le CO2 et le méthane, qui sont produits à des raisons de 0,5 à 1 litre respectivement par minute chez un bovin de 500 kg. Et il y aura 20 à 30 éructations à l'heure. Et donc le phénomène d'éructation, c'est un phénomène de contraction, c'est un phénomène qui fait suite à cette contraction secondaire, et c'est un phénomène très important. Sans ce phénomène d'éructation, les gaz qui sont produits par fermentation vont s'accumuler et vont entraîner des problèmes très graves. Il faut aussi savoir que les gaz éructés ne sont pas directement éliminés par la bouche. Donc, ça, c'est une notion très importante. Chez les ruminants, les gaz éructés ne sortent pas à 100% vers l'extérieur. D'accord? Au contraire, ces gaz, il y a une partie de ces gaz qui est réinhalée. C'est ce qu'on appelle l'éructation à bouche fermée avec un arrêt respiratoire. Et donc, si vous remarquez une vache en train d'éructer, c'est ça l'éructation. L'éructation, c'est tgra. Donc, si qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que il n'est pas fait jamais avec une bouche ouverte. C'est une bouche fermée et avec un arrêt respiratoire. C'est ce qu'on appelle l'apnée d'éructation. L'apnée d'éructation. D'accord? Et une partie de ces gaz éructés va être réinhalée. Ça veut dire qu'il va passer au niveau de l'arc ventilatoire. Et là, il va jouer un rôle très important. Cela explique la transmission des odeurs du rumen vers le lait via les poumons, odeur d'oignon si l'on met des oignons dans le rumen. Ça, c'est une expérience à partir de laquelle on a donc confirmé que l'éructation, elle se faisait non pas vers l'extérieur à 100%, mais une petite partie de ces gaz éructés vont être réinhalés et donc réabsorbés au niveau des poumons, passer au niveau de la circulation générale. C'est pour cette raison qu'on a dit que cette odeur disparaissait en cas de trachéotomie, parce que la trachéotomie va empêcher le phénomène de réinhalation de ces gaz. D'accord? De ces gaz. Ça, c'est une petite expérience avec laquelle on a pu confirmer les phénomènes de réinhalation des gaz éructés. Alors, ce mécanisme permet la récupération du CO2, le pool de bicarbonate. Donc, vous savez que le CO2 au niveau respiratoire, il va donner donc CO2 plus H2O, il va donner de l'acide carbonique, H2CO3, qui va lui donner du H+, plus HCO3-. Donc, s'il n'y a pas de CO2, il n'y aura jamais de pool de bicarbonate. D'accord? De pool de bicarbonate. Et vous savez le rôle des bicarbonates au niveau
comme joue un rôle comme tampon dans les phénomènes acido-basiques. D'accord? Donc le CO2 qui est réinhalé va être utilisé pour la production de bicarbonate. D'accord? Ça c'est une notion très très importante. D'accord? Ça c'est une notion très très importante. Quelqu'un peut me dire pourquoi cette éructation est faite à bouche fermée. Justement, ça c'est pour produire le CO2 pour avoir du HCO3 et éviter le bruit du RO. Hein? Donc imaginons que toute la quantité de gaz qui est produite au niveau du rumen va sortir sous forme d'un RO géant, un RO qui va donner donc du bruit, qui va faire du bruit. Et n'oublions pas que la vache, avant la domestication, elle était donc sauvage. Et donc, ça, c'était une adaptation aux prédateurs. Adaptation aux prédateurs. Donc, puisque c'était un ruminant, elle avait des prédateurs. Donc, pour empêcher ce phénomène de sang qui sortait avec le RO, Rabbi Subhanahu a fait que cette éructation se faisait à bouche fermée et non pas à bouche ouverte. Donc c'est une adaptation aux prédateurs. Adaptation aux prédateurs. Voyons maintenant les facteurs influençant le fonctionnement vagal moteur. Alors, quels sont les facteurs qui influencent le fonctionnement vagal? Pourquoi on a parlé ici de fonctionnement vagal? Hein? Fonctionnement vagal. Vagal, ça veut dire nerf vague. C'est la 10e paire crânienne. Et le nerf vague, واسمه يسموه le pneumogastrique. Pneumogastrique. D'accord? Et donc, c'est lui qui va contrôler pratiquement tout le tube digestif, même chez les ruminants. Hein? D'accord? C'est pour cette raison qu'on parle de fonctionnement vagal. Fonctionnement vagal. Alors, le préestomac est innervé par les nerfs vagues. Hein? Il existe aussi des récepteurs dans la paroi du rumen sensibles aux variations infimes de tension. Et c'est pour cette raison que on va parler lorsqu'on va aborder des pathologies du rumen, que la tension, ça veut dire une dilatation excessive au niveau du rumen, va arrêter le fonctionnement du nerf vague. Contrairement à une vacuité qui va stimuler cette contraction du rumen. D'accord? Et c'est pour cette raison, c'est dû à quoi? C'est dû à la présence de ces récepteurs hein, au niveau donc, de la paroi du rumen qui sont sensibles à la tension. Donc, dès que le rumen va s'agrandir et donc il y aura une tension au niveau de ce rumen, par effet réflexe, il y a une inhibition du nerf vague. L'inverse, s'il y a une petite tension au niveau du rumen, ça veut dire que la vache, le rumen ta'i sghir, donc j'ai besoin de m'alimenter et donc je dois m'alimenter. Le contraire, mon rumen est distendu, j'ai beaucoup d'aliments et donc je dois arrêter de m'alimenter, je dois arrêter les contractions. D'accord? Ça c'est très important. Donc le préestomac est innervé par le nerf vague, les récepteurs dans la paroi du rumen sensibles aux variations infimes de tension. La caillette possède, elle, des récepteurs au pH. C'est pour cette raison que la caillette, elle est très très sensible aux variations de son pH. Parce que n'oublions pas que la caillette, c'est l'estomac glandulaire des ruminants. C'est la seule portion dans laquelle les phénomènes enzymatiques vont se dérouler. Hein? La digestion au niveau de la caillette, elle est enzymatique. La digestion au niveau ruménal, elle est microbiologique. D'accord? Elle est microbiologique. Il n'y a pas de digestion enzymatique au niveau du rumen. D'accord? Voilà. Donc, les récepteurs chimiques dans le rumen et le réseau,
Donc ça, c'est les récepteurs chimiques. On avait vu des récepteurs de la tension. Il y a aussi des récepteurs chimiques. Alors les récepteurs chimiques sont sensibles à quoi? Aux variations chimiques du contenu du liquide du rumen. Hein? Donc ils sont sensibles à la concentration des AGV. On avait déjà parlé des AGV, les acides gras volatiles. Donc il faut savoir que l'augmentation de 30% du contenu du liquide ruminal en AGV va faire diminuer les cycles primaires. Et vous vous souvenez des cycles primaires? Le rôle taham, c'était quoi? C'était le brassage. Le brassage. Et donc, s'il n'y a pas de brassage, le rumen va se distendre. S'il se distend, il y a une atonie. Et donc les contractions vont s'arrêter. Les contractions vont s'arrêter. Ça, c'est très important. Donc, il faut savoir que plus de 30% des AGV au niveau du rumen vont diminuer le cycle primaire ou bien les contractions du rumen. Ça, c'était donc un petit rappel sur le plan physiologique. Passons maintenant au rappel sémiologique. Donc, sémiologique, on va voir l'inspection, la palpation, qu'est-ce qu'elle va donner au niveau du rumen. Donc, une inspection des flancs. Donc, flanc gauche est à surveiller. Donc, il faut savoir que le rumen se trouve au niveau du flanc gauche. Donc, il faut toujours surveiller le flanc gauche. Là, c'est pour les variations de taille. Hein. Des fois, le flanc gauche, il est gonflé. Là, on va parler de météorisation. Si le flanc gauche il n'est pas gonflé, il est donc un petit peu rétréci dans sa taille. Là, on va parler d'impaction du rumen et donc d'une atonie du rumen. Ça, c'est l'inspection des flancs de loin. La palpation transabdominale, donc qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on va palper transabdominalement le rumen? On cherche des douleurs abdominales. Donc, s'il y a une ruminite, s'il y a, on va parler par la suite d'une réticulo-péritonite traumatique. Donc, on recherche généralement, lorsqu'on palpe le rumen, lorsqu'on palpe la cavité abdominale, on recherche des douleurs abdominales. La palpation aussi a pour but de montrer la stratification dans le rumen. Alors, la stratification dans le rumen. Alors, comment se fait cette stratification? Elle est très très simple. Donc, l'étage supérieur du rumen, lieu d'accumulation des gaz, c'est ce qu'on appelle le dôme gazeux. Et à la palpation, on a l'impression une élasticité. Donc, elle est élastique à la palpation. Élastique à la palpation. Donc, il est toujours dans l'esprit, la partie supérieure du rumen, c'est le lieu de l'accumulation des gaz. Et donc, automatiquement, à la palpation, nous avons une sensation élastique. Nous avons une sensation élastique. L'étage intermédiaire, c'est les aliments et les fibres. Donc, c'est une sensation pâteuse. D'accord? Une sensation pâteuse. Donc, élastique, pâteux. Étage inférieur, c'est le jus de rumen, c'est les liquides et les aliments lourds qui sédimentent au fond. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura un aspect plus consistant, plus pâteux. Hein? Donc, c'est un contenu qui est ferme. D'accord? Et la stratification, comme elle a été décrite, elle est très très importante. Ça, c'est la stratification physiologique. Donc, toute transformation, toute modification au niveau de cette stratification, hein, là, ça va nous informer sur une pathologie éventuelle au niveau de ce rumen. Hein? D'accord? Donc, reprenons. Étage supérieur, élastique. Étage intermédiaire, pâteux. Étage inférieur, sédiments au fond. C'est des aliments lourds. Ça devient une consistance plus ferme. D'accord? Consistance plus ferme. Sur le plan maintenant percussion,
3 niveaux de sonorité. Donc, on a vu que c'était sur le plan palpation, c'était 3 étages. D'accord? 3 étages. Même sur le plan percussion, nous avons 3 niveaux de sonorité. Le son clair et tympanique dorsalement. Donc, l'étage supérieur, c'est du tympanisme. Et plus on va ventralement, on va vers le bas, plus le son devient sourd. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'étage supérieur, c'est du tympanisme. Tympanisme. Tympanisme, ça veut dire gaz. Ça veut dire gaz. Le tympanisme, toujours, je le compare le bendir. Bendir ou le derbouka. Doum, doum, doum. D'accord? C'est le tympanisme. Donc, ça, c'est l'étage supérieur. L'étage intermédiaire, ça devient sub-tympanique jusqu'à sub-mat. Donc, c'est l'intermédiaire entre les deux. Et la partie inférieure, c'est de la matité, directement. De la matité, parce qu'il y a de l'aliment et du liquide à l'intérieur. D'accord? Donc, sur le plan percussion, donc tympanisme, subtympanique, submat et matité du liquide du lac le lac du rumen. Le lac du rumen. À l'auscultation, donc qu'est-ce qu'on recherche à l'auscultation? On recherche les contractions du rumen. Généralement, les contractions du rumen sont à l'auscultation sont comme si il y avait des bruits de chasse d'eau. La chasse. D'accord? Nous avons aussi des bruits de crépitation en continu. C'est les bulles de gaz qui éclatent à la surface. D'accord? C'est les bulles de gaz qui éclatent à la surface. Donc, si vous avez votre stéthoscope et vous le mettez au niveau du creux du flanc gauche, vous allez entendre ces bruits qui sont soit c'est des bruits de chasse d'eau, soit c'est des bruits de crépitation qui correspondent aux bulles de gaz qui éclatent à la surface. Et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc une activité ruminale qui est normale. Si on retrouve ces bruits, ça veut dire que le rumen travaille. Ça veut dire que le rumen travaille. Si ces bruits sont absents, on parle d'atonie ruménale. On parle d'atonie ruménale. Atonie ruménale. Et il y a beaucoup d'étiologies qui vont causer ces atonies ruménales. On va les voir par la suite. Si on entend des contractions, mais avec des intervalles importants, ça veut dire au-delà d'une contraction par minute, là on va parler d'hypomotilité ruménale. D'accord? Hypomotilité ruménale. Atonie, ça veut dire le rumen ne travaille pas. D'accord? Là, l'hypomotilité ruménale, ça veut dire que le rumen travaille, mais à des intervalles, ils ne sont pas, donc c'est des intervalles, on va retrouver par exemple une contraction tous les 3-4 minutes, ce qui n'est pas normal. On va parler d'hypomotilité du rumen. D'accord? Hypomotilité du rumen. Comme examen complémentaire pour explorer l'activité ruménale ou bien le rumen en général, nous avons certains examens complémentaires. Donc des examens complémentaires qu'on utilise pour un petit peu explorer le rumen. C'est le prélèvement du jus de rumen. Alors, le prélèvement du jus de rumen, il peut être fait soit par voie œsophagienne, et là j'attire votre attention que par la voie œsophagienne, vous serez obligé de passer par la cavité buccale. Et s'il y a donc de la salive au niveau de la cavité buccale, elle peut tamponner l'acidité du jus de rumen. Et là, si vous cherchez le pH ruménal par cette voie, vous risquez d'avoir des valeurs qui ne sont pas vraiment fiables. Parce que le contenu du rumen récolté par voie œsophagienne
va être un petit peu mélangé avec de la salive. Et puisque la salive, elle contient des bicarbonates, ces bicarbonates peuvent tamponner l'acidité du rumen. D'accord? Donc il faut faire très attention. Ce prélèvement, il peut être effectué par voie transabdominale. C'est au niveau en avant du pli du gracé. Et c'est la voie de choix. Donc c'est le gold standard pour les prélèvements. Ça évite les problèmes de contamination ou de mélange du contenu ruménal avec de la salive. Mais là, il faut faire très attention aussi pour la sepsie, hein, pour ne pas tomber dans les problèmes de péritonite par la suite. Donc, il faut faire très attention en ce qui concerne la sepsie. D'accord? En avant du pli du gracé. Comme examen complémentaire aussi, nous avons à ne pas négliger, hein, parce que j'ai vu que beaucoup de nos confrères, de nos praticiens négligent l'exploration transrectale. L'exploration transrectale, c'est un moyen complémentaire très important qui peut nous donner beaucoup d'informations sur l'activité du rumen et la forme et la présence ou non de matière fécale, la quantité de matière fécale, la couleur de matière fécale et ainsi de suite. Donc, c'est un examen à ne pas négliger dans les pathologies du rumen. Les pathologies du rumen et les pathologies digestives en général. D'accord? Donc, premièrement, prélèvement de jus. Deuxièmement, l'exploration transrectale. Troisièmement, pose d'un trocar. Alors, la pose d'un trocar, elle peut être soit thérapeutique ou à des fins diagnostiques. D'accord? Elle est thérapeutique en cas de météorisation et essentiellement météorisation gazeuse, hein, puisque c'est des gaz, donc on essayera d'évacuer. Et par la même occasion, on peut, à travers la canule du trocar, donner des traitements, faire des prélèvements et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est le premier, pose d'un trocar. La même chose pour le sondage œsophagien. Alors, le sondage œsophagien, il peut être, comme on l'a vu, comme moyen de récolter du jus de rumen, comme il peut être un moyen thérapeutique lorsqu'on a un problème de météorisation gazeuse. On essaye de faire évacuer le rumen, donc les gaz du rumen, à travers cette sonde œsophagienne. Donc, nous avons terminé avec tout ce qui est rappel physiologique, rappel sémiologique concernant le secteur réticulo-rumen. Maintenant, on va passer directement vers les indigestions ou l'indigestion. Alors, l'indigestion, qui est une pathologie très très importante au niveau du rumen.